L'échec, c'est quelque chose qui met en déroute les perdants, mais ça inspire les gagnants. Aujourd'hui, dans votre podcast, on reçoit une personne avec un parcours de ouf. Il s'appelle Maroun Youssef, il est d'origine arménienne et libanaise. Très tôt, il s'est retrouvé à faire face à des difficultés incroyables dans son histoire. Aujourd'hui, il est installé en Guinée et il accomplit des choses remarquables. Pour découvrir son parcours, on se dit à tout de suite dans votre podcast Une histoire inspirante, le podcast où on vous raconte l'histoire de personnes inspirante. Sur le chemin de la réussite, chaque individu rencontre des moments d'incertitude, de crainte, de difficulté, de moments de doute et de nuits sans sommeil. Cependant, au cœur de cette obscurité, une lueur d'espoir émerge. Une lueur portée par ceux qui ont osé persévérer et bâti quelque chose de solide. Dans cette émission, nous vous dévoilerons des histoires inspirantes de personnes exceptionnelles. Attachez vos ceintures et suivez-nous. Bonjour Youssef. Bonjour Bassero. Maroun Youssef, comment est-ce que tu vas? Ça va très bien. Bienvenue dans ce podcast. Ici, on invite des gens comme toi qui ont un parcours assez inspirant. Ici, on a reçu beaucoup de gens quand même qui ont des parcours inspirants, mais toi, tu as vraiment un parcours extraordinaire et c'est important que tu viennes ici pour le raconter. Je pense que ça peut motiver beaucoup de gens et beaucoup pourront s'inspirer de ton parcours. Tu es entrepreneur, tu as la nationalité arménienne et libanaise. Tu es en Guinée depuis quoi? 2017 ouais. Tu entreprends en Guinée, mais avant ça, tu as été salarié. C'est ça. On va raconter un peu ton parcours. Et déjà, je vais te laisser te présenter assez brièvement. On ne va pas rentrer dans les détails pour qu'on puisse rentrer ensemble dans les détails. Ok. Avant tout, je tiens à te remercier, Bassero, avec l'équipe aussi, parce que je te suis depuis un moment et je vois ton contenu, il est unique, au moins en Guinée. Et j'ai jamais parlé de mon parcours ailleurs et j'ai le plaisir de le faire à travers vous. Donc je m'appelle Maroun Youssef, je suis libanais arménien. Du coup, nous, t'es entrepreneur, nous on aime bien voir la finalité de ce que tu as pu construire parce qu'aujourd'hui tu as quand même construit une salle de sport en Guinée. Avec une marque. Ouais. Une marque, tu as construit une marque en Guinée. Tu coaches pas mal de personnes connues et non connues en Guinée qui se développent. Nous ici on aime bien voir la finalité, mais on aime surtout comprendre comment est-ce que tu es arrivé là où tu en es arrivé. Okay. Donc la première question que j'aimerais te demander moi, c'est dans quel environnement familial est-ce que tu as grandi? J'ai vécu dans une famille modeste. Donc mon père était libanais, ma mère était arménienne. J'ai traversé la première partie d'insécurité en étant petit, c'était mon ethnie arménienne ou bien ma race arménienne qui était considérée comme étrangère dans la plupart des lieux sociaux au Liban. Donc j'étais toujours soit critiqué, ah toi tu es arménien, toi tu n'es pas libanais, va chez toi, tout ça. Donc j'étais pour développer un sens de défense toujours. Puis avec le temps ça s'est développé. Tu ne te sentais pas vraiment en sécurité quoi? Oui, dans les lieux sociaux. Donc, mais avec le temps ça avait changé, on en parlera maintenant avec les détails. Ok, et ça s'est passé comment ton enfance au Liban du coup? Ça a été un peu compliqué? J'étais harcelé soit dans l'école, soit dans le quartier où j'étais et toujours la cause principale c'était ma nationalité arménienne. Parce qu'à un moment, moi je faisais partie d'une école arménienne. C'est ce que ma mère voulait pour que je puisse prendre la culture comme il faut sans que la culture meure. Maintenant, je tiens à raconter pourquoi nous, les Arméniens, on tient à ça. Les Arméniens, en 1915, ils ont subi un essai de génocide par l'Empire ottoman, qui sont les Turcs aujourd'hui. Ils ont voulu raser toute une identité mondiale. Sinon, l'Arménie est une population très ancienne, qui date de très très longtemps, même avant Jésus-Christ. Et en essayant de faire la génocide, le peuple arménien, il y a eu 1,5 million qui ont été morts, et beaucoup parmi eux qui quand ils ont essayé de marcher, parce qu'ils ont marché de l'Arménie tout en Europe et tout ça. Donc tu trouves aujourd'hui des Arméniens partout au monde, en Europe, en France, en Allemagne, au Liban, en Syrie, parce qu'ils ont été accueillis durant la Première Guerre mondiale. Sans oublier que la Turquie a profité de ça pendant la Première Guerre mondiale. Donc tout le monde était déjà occupé avec la guerre et tout ça. Eux, ils ont profité de ce moment
pour raser tout un peuple. Donc nous, les Arméniens occidentaux, je ne parle pas des Arméniens qui sont nés en Arménie aujourd'hui, les Arméniens qui sont nés en Occident, la famille, ça veut dire les arrière-grands-parents qui ont survécu à ça, et ils ont continué à avoir leur famille, ils essayent toujours de planter ça à l'enfance pour que ça ne se perd pas. Parce que c'est une histoire qu'on tient à ça. Pour pas que l'histoire soit oubliée, quoi. Exactement. Déjà, ça a trop joué sur mon mental. J'étais la personne, je me considérais l'Arménien qui va se défendre, qu'on n'est pas meurt, qu'on est là, et ça a continué avec moi. Maintenant, ce qui a joué sur moi encore, c'est le stress que je gérais à mon enfance. Je me défoulais sur la nourriture. Et comme mes deux parents travaillaient ensemble, donc moi, à un moment, j'ai vécu avec les grands-parents de ma mère, donc il n'y avait pas un suivi alimentaire ou bien un suivi psychologique que j'ai eu, donc j'essayais de trouver une solution. Je me défoulais avec la nourriture, donc j'avais pris même trop de poids. Donc jusqu'à 12 ans de ma vie, j'étais un peu obèse. Jusqu'à ce que j'ai pris une décision que j'en ai marre de ça, j'en ai marre de l'harcèlement, j'en ai marre de tout ce que je passe, je dois trouver une solution. Donc en ce moment, il y avait le film de Rocky Balboa, la boxe et tout ça. Je pense que ma génération, on a suivi toute cette série-là. Il y a beaucoup qui sont inspirés par ce film. Donc je voyais la boxe et comment lui, il était quelqu'un qui est pauvre, et qu'il arrivait à s'en sortir avec la boxe et se dépasser. C'était une porte de sortie, en fait. Exactement. Donc, je me suis mis dans les arts martiaux. Tout ce que je voyais devant moi, je voulais essayer. À 13 ans, j'avais essayé de faire Kung Fu, Wushu. Je disais Kung Fu, les Chinois, ils sont forts et tout ça. Ça ne m'a pas plu parce que je les trouvais trop lents. Et je voulais quelque chose qui va m'apprendre directement à me défendre. Je n'ai pas le temps à attendre un an et tout ça. J'étais chaud. Je voulais juste me défendre et être confiant dans les lieux là où je suis. Après Kung Fu, j'ai fait Taekwondo. Après Taekwondo, j'ai commencé à connaître un peu la boxe thaï. La boxe thaï, ça avait pris le bruit dans cette période-là. Et j'ai trouvé une salle qui enseigne ça, avec un bon coach, dont le coach fait partie de mon premier mentor. Dans tout mon parcours, je peux dire que j'ai eu 3 mentors. C'est comme si Dieu te met les personnes qu'il faut dans ta vie pour te guider. Ils ne vont pas venir t'aider, tiens, fais ça, fais ça, fais ça. Mais tu dois juste savoir les reconnaître. Chacun arrive toujours au bon moment. Et chaque personne chaque personne dans la vie, s'il se concentre bien autour de lui, il va trouver cette personne-là, que Dieu le met devant lui pour le guider. Ou bien donner des conseils que tu dois le comprendre, ou bien après un moment, tu les comprendras. Bien sûr. Tu me disais aussi que quand tu étais plus jeune, tu te considérais un peu aussi comme un enfant gâté, un peu. Oui. Donc, comme on était dans une famille pas riche, mais on était bien. Donc, rien ne nous manquait. Quand je voulais quelque chose, mes parents ne voulaient pas aussi me priver de ça. Quelque part, bien sûr, on ne me donnait pas ce que je voulais, mais j'étais quelqu'un qui est têtu, qui insistait à avoir mes propres moyens pour l'avoir finalement. Donc voilà, je peux dire que jusqu'à mes 18 ans, rien ne m'a manqué. C'est à 18 ans que tout a changé, parce que j'ai eu le choc de vie à 18 ans. Donc quand c'était le moment de finir mon bac et aller à la vie universitaire, j'ai découvert que mon père était dans des problèmes financiers, qu'il nous cachait ça, et qu'il nous essayait juste de faire vivre que tout va bien, voilà, juste pour que nous-mêmes on ne sente pas. Mais je pense que c'était un complexe aussi qui ne voulait pas l'accepter. Donc c'est ce qui rend beaucoup de gens aujourd'hui qui les met dans des problèmes. Ils veulent tout garder sur eux. Pour être, comment je vais expliquer ça, pour que dans la société, on te voit pareil. Pendant que toi, tu n'es pas dans ces moyens. Donc, il faut accepter là où tu es. Il ne faut pas t'endetter, par exemple. Ça, c'est la vie d'un homme aussi. Un vrai homme, dans nos sociétés, oui. Ils aiment bien garder tout pour eux parce que c'est comme ça qu'on leur a appris depuis toujours, quasiment. Oui, mais si, par exemple, quelque part dans ta vie, tu sais que tu es dans des problèmes financiers, il y a des choses que tu ne peux plus te permettre. Tu dois l'avouer, tu dois l'accepter, tu dois te contenter avec ce que tu es, au lieu de te comparer avec des personnes qui ont les moyens et que tu veux te montrer que tu es pareil. C'est ça le problème. Et je pense que c'était ça. En fait, il vivait un peu au-dessus de ses moyens. Exactement. Et en même temps, il voulait montrer à la famille que nous, on est bien. En tout cas, pour ne pas trop rentrer dans les détails, à 18 ans, pendant que moi je faisais mon terminal, il vient vers moi et il m'avoue que je dois vous quitter parce que je suis dans des graves problèmes, on ne va pas me laisser, je ne veux pas aller en prison.
Donc c'est là, il a quitté. C'est moi-même qui l'a envoyé par voiture pour qu'il puisse quitter la frontière en voiture pour qu'il puisse fuir après. Donc là, le temps que j'assimile tout ce qui se passe d'un seul coup, le temps que moi je me préparais à avoir une voiture que mon père va payer, aller dans la vie universitaire comme tout le monde, comme chaque adolescent à mon âge, et tout ça, tout était cassé. En fait, toi, là-bas, tu t'imaginais... Je dois juste voir qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que je peux aller à l'université maintenant? Comment je vais payer? Qui va payer? J'avais aucun soutien financier. Même la famille de mon père, il y avait des problèmes que je ne veux pas aussi rentrer dans les détails. Comme ma mère est arménienne, même dans ma propre famille, il y avait cette critique, que ma mère est arménienne, tout ça. Donc, ils ont profité de ce temps de couper le contact complètement. Donc, mon père a quitté, la famille de mon père a coupé le contact, a coupé le support complètement. On s'est retrouvés seuls. Mes deux frères plus jeunes que moi, et toute la responsabilité et le pilier de la famille est retombé sur moi. Donc, j'avoue, j'étais un peu perdu. Donc, je ne savais vraiment pas quoi faire. Et je dois continuer mon année scolaire. Je n'ai pas fini mon année scolaire. Et tout est tombé à partir de là. Même je partais à l'école sans... Je ne pouvais pas. Je me disais que je vais étudier, mais pour faire quoi? Comment je vais continuer? Si je vais aller étudier et parvenir à la famille et tout ça, qui va faire ça? Il n'y avait personne. Franchement, personne. Donc, j'ai fini mon terminal. Je n'ai pas réussi. Et je pense que c'est normal parce que j'avais la tête ailleurs. Et j'ai même pas voulu encore de me mettre dans ça parce que j'avais essayé de tenter quelques universités. On me disait que oui, si tu vas aller, tu vas payer $5 000, $10 000. Même si tu n'as pas eu ton bac, tu vas payer, tu vas essayer encore. Et si ça marche, si ça marche pas, tu aurais payé pour rien. Je me suis dit, si je vais m'endetter maintenant pour faire 10 000, puis je vais pas encore réussir parce que je sais que je peux pas me concentrer. C'était impossible. Donc, j'ai fini mon terminal et je me suis mis au travail. Maintenant, en parallèle dans le travail, j'ai choisi la restauration. La restauration m'avait trop aidé pour pouvoir continuer sur ma personne et sur la persuasion et la communication et comment vendre un produit et tout ça. Et la plupart des élèves ou bien des adolescents travaillent dans la restauration parce que ça ne demande pas de certificat. Tu peux commencer par le plus bas. J'ai commencé à... couper les légumes? Non, pas couper les légumes, mais briller les cutleries, les fourchettes, couteaux. On me mettait des heures juste pour briller ça. Ceux qui essuyaient les couverts là? Exactement, j'ai commencé par le plus bas parce que je voulais être un serveur. Le serveur, je sais qu'il touche par exemple $800 comme salaire, puis avec les pourboires, si tu es bien, tu peux même toucher le double de ça. Je dis voilà, au moins je peux commencer ici. En même temps, mon mentor, le coach, là où je faisais boxe thaï avec lui, il est venu me voir, il m'a dit t'inquiète pas, ça c'est l'une des épreuves de vie. Tu vas continuer, tu es un guerrier. En fait, lui, il a pris le relais de ton père quand ton père est parti, c'est ça? Psychologiquement, mentalement, et personne n'a pris le relais financièrement. Mais chaque personne a su comment me guider pour pouvoir chercher ça moi-même. Personne ne me l'a donné, jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce qu'il m'avait aussi fait, c'est grâce à lui, je peux dire qu'aujourd'hui, je peux être un coach. Parce qu'il m'a ouvert la porte de la salle, de commencer à donner les cours aux enfants. Ce que lui-même il faisait, il a enlevé ça. Il m'a dit tout ce que tu fais avec les enfants, c'est ton argent de poche. Je veux rien de toi. Tu vas continuer ici et tu vas développer ça aussi. Et quand j'ai commencé à faire avec les enfants, c'est différent de travailler avec les adultes que de travailler avec les enfants. L'enfant, tu dois développer une certaine pédagogie pour que tu puisses donner le message et atteindre dans sa tête, le motiver pour qu'il puisse aimer ce que tu essaies de l'enseigner. Parce que si tu vas venir, il va venir, tu lui dis voilà, fais ça, il ne va pas aimer, il va quitter. Il ne va plus revenir chez toi. Donc c'est avec ça que j'ai commencé à travailler bien avec les enfants, de m'approcher des enfants. En même temps, pendant que moi, j'étais souffrant de ma situation, j'avais pitié des enfants. Donc, mais quand tu sortais dehors, les gens, ils le savaient ça ou ils le voyaient à travers toi? Non, sauf mes amis proches. Donc toi aussi, tu gardais tout pour toi? Tout. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais parlé de tout ça. Sauf mes proches. J'ai quelques amis que j'ai gardés depuis tout ce temps, parce que je choisissais mes amis, dont je vais parler de ça aussi. Donc voilà, j'ai commencé avec la restauration. En parallèle, je donnais les cours. Et en même temps aussi, je ne voulais pas arrêter mes entraînements. Avant que tous ces problèmes arrivent, je me suis mis dans des compétitions en
en mode national. Parce que c'était ma passion, je voulais me montrer, même si je n'étais pas prêt, on me disait dans 2 semaines il y a une compétition parce qu'il n'y avait pas d'organisation. Je disais je suis partant, pourtant je ne suis même pas prêt. Je suis descendu avec mon cœur seulement. Je me battais, il se battait, je me battais, parfois je perds, parfois je gagne. Maintenant, après cette vie de responsabilité... Ça, c'était le championnat national libanais. Championnat national libanais, on faisait entre des quartiers, 7 quartiers contre 7 quartiers, ou bien des rencontres amicales entre les salles pour échanger toujours les expériences. Donc ça, j'ai essayé autant que possible de les faire, mais entre la période que mon père a quitté jusqu'à ce que je quitte Liban pour venir en Guinée, j'ai pas pu continuer ça parce que c'était aussi, en tant que responsable de famille, c'était un risque pour moi. J'étais pas assuré. Si jamais j'allais me blesser quelque part, je vais m'asseoir, il n'y a personne qui va continuer à ma place. Parce que mes 2 frères étaient toujours jeunes et ils étaient en train de continuer les études. Donc je suis fier qu'aujourd'hui les 2 ont pu continuer leur étude et ils ont leur certificat, ils sont en train de faire leur master et gagner leur vie différemment que moi. En fait, tu es devenu un père de famille après? Oui, très tôt. Et tu faisais un seul travail et avec ça, tu arrivais à subvenir aux besoins de tout le monde? En fait, je suis quelqu'un qui était vraiment un hard worker. Et personne ne m'arrêtait. Ça veut dire, quand je travaillais au restaurant au début, on m'a dit, pour être un serveur, il te faut 6 mois. J'ai dit, 6 mois? J'ai dit, ok, j'ai travaillé. Dans 2 mois, on m'a mis un serveur. Parce que ce que j'ai montré à eux, ils ont vu que je suis complètement différent. Ce qu'il y avait dans ma tête, c'est pas comme quelqu'un qui va venir juste faire un argent de poche et sortir. Je suis là pour survivre, je suis là pour faire une stabilité. Toi, t'avais vraiment faim en fait. Oui, je dois gagner, donc je vais pas me contenter. Si je peux gagner $1000, c'est bon, mais je veux plus. Si je peux gagner 1500, je veux plus. Et c'est comme ça que j'ai continué. Donc j'ai fait 2 ans dans ce restaurant. Le restaurant là que j'ai commencé, c'était l'un des meilleurs au Liban. Ils sont connus avec leur service, ils sont connus avec leur management et tout ça, même leur formation. Ils étaient tellement professionnels que chaque quelques mois, il y avait quelqu'un qui venait de l'extérieur pour nous former encore. On envoyait même des personnes qui te testent, qui prennent le rôle d'un client. Et il essaie de tout mettre. Il y a toute une liste de critères qu'il doit accorder. Et on passait ça tout le temps. Après ça, j'ai recommencé encore à avoir une tendance vers le côté boxe plus. Parce que la boxe, c'était ma passion. Donc tout ce qui était intense, se défendre, se dépasser, découvrir ce que ton corps est capable de faire, c'était la passion, mais ça ne pouvait pas me rapporter l'argent que je voulais. Puis on m'a parlé qu'il y a une équipe de boxe dans l'armée libanaise. Est-ce que tu ne vas pas tenter là? J'ai dit, est-ce que moi on va me prendre? Et on m'a dit, toi tu t'entraînes trop, mais essaye, tu n'as rien à perdre. Je pars là-bas, à travers un contact que je connaissais, on contacte l'académie de sport militaire. On lui dit qu'il y a un tel, Maroun Youssef, qu'il veut juste venir essayer pour voir si vous allez le prendre. Pour faire partie de l'armée, de l'équipe de boxe de l'armée, c'est très difficile. Soit il te faut des relations, soit ils doivent vraiment te voir un peu unique. Parce que chaque catégorie de poids, ils ont déjà leur boxeur. Parce que dans toute l'armée, même si toi tu ne fais pas partie de l'académie militaire, tu fais partie des commandos par exemple et tout ça, mais ils te voient que tu sais bien boxer, on te prend, on te met dans l'équipe, tu es là-bas. Là-bas, tu es aussi un peu en confort. Tu n'es pas comme le reste des militaires. Tu pars chaque jour, tu fais tes entraînements jusqu'à 13h, puis tu rentres chez toi. Tu es payé comme un militaire, tu es assuré comme un militaire, on te donne tous les bienfaits d'un militaire. Donc j'ai pensé à ça, j'ai dit oui, c'est pas mal, mais le salaire déjà n'était pas trop. Mais si par exemple tu es boxeur dans l'armée libanaise, par exemple si l'armée doit aller en guerre, toi tu dois aller ou toi ça se limite juste au sport? En priorité, on ne prend pas les sportifs. Mais si on est en danger, on prend toute l'armée. On est tous bloqués. Donc j'avais le risque. Parce que déjà, pour rentrer dans une académie militaire, tu dois passer par les formations militaires. J'étais obligé de les faire. Parce que je dois être un soldat d'abord, officiel, avec tout ce qu'il faut, puis on me met dedans. Donc j'ai passé tout ça et quand je suis allé pour rencontrer la personne, avant que je m'engage, je rentre dans l'armée, on a fait un test avec moi pendant 2 heures et j'ai tout passé. Ils sont allés chez le chef de l'académie, on dit lui, il faut le prendre. Et c'est comme ça que j'ai... Ça, c'était en quelle année? En 2013. J'ai fait 1 an
là-bas. Quelque part, je vivais un peu my dream, que voilà, je suis en train de boxer, je suis payé pour ça, je finis à 13h. Quand tu es militaire, tu n'as pas le droit de travailler ailleurs. Mais avec mon métier, le sport, je pouvais donner des cours à domicile, entraîner dans les salles et tout ça. Donc, je pouvais faire ça après mon horaire pour que je puisse continuer à parvenir à la famille. Okay. Parce que oui, je veux suivre ma passion quelque part, mais en même temps, j'ai un minimum de salaire que je dois avoir pour que je puisse payer le loyer, les besoins de ma mère, mes frères, tout ça, jusqu'à ce qu'eux aussi, ils ont grandi pour qu'ils puissent travailler. Après un an, j'avais commencé à avoir des problèmes dans l'armée avec le chef que j'avais et tout ça, donc on ne s'entendait plus. Il y avait toujours des problèmes. Ils ont même essayé de m'enlever de l'équipe, de m'envoyer dans une école de mine, là où je vais travailler toute une journée, donc je ne pouvais plus travailler après-midi. Donc j'ai commencé à paniquer encore. Si je vais aller là-bas, je vais perdre le travail que j'ai après-midi. Comment je vais faire? J'ai tout fait pour quitter l'armée. Parce que même quand tu étais dans l'armée, tu continuais toujours à travailler à côté? Oui, de donner les cours. Okay. Et les cours que je donnais me payaient plus que l'armée me payait. Donc je ne pouvais pas perdre ça. Okay. Et ce n'était pas la restauration. En cette période, j'ai arrêté la restauration. Okay. Maintenant, quand je voulais quitter l'armée, c'est là où il y a le deuxième mentor qui vient dans ma vie. Et lui, jusqu'à aujourd'hui, je lui écris parce que c'est un grand entrepreneur. Il s'est fait aussi d'une famille qui ont commencé en étant pauvres. Ils sont l'un des meilleurs maintenant au Liban. Ils ont une branche de bakery, on va dire, sous forme de restaurant, plus que 54 branches au Liban. Okay. Ils sont même au Dubaï. C'est restauration rapide? C'est pas restauration rapide. Eux, ils font le pain. C'est une boulangerie, mais moderne, qui en même temps font des gâteaux, pâtisseries, viennoiseries, des sandwichs et tout ça. Mais ils ont fait une marque. Donc, quelque part, aujourd'hui, pour que moi, je puisse faire une marque, j'étais inspiré par eux. Comment ils fonctionnent et comment ils se sont développés et comment ils ont grandi d'un seul coup. Parce qu'ils ont su faire une belle marque et comment la vendre intelligemment pour qu'ils puissent se propager rapidement. En tout cas, lui, quand il m'a pris au début, il m'a pris comme un garde-corps. Il me connaissait avant que je rentre à l'armée. Donc, avant que je rentre dans l'armée, il voulait que je travaille comme son propre chauffeur parce qu'il a son seul Mais quand toi, tu l'as connu, il avait déjà réussi? Oui. Eux, ils ont déjà... C'est une partie que j'ai ratée. J'ai travaillé chez eux juste avant l'armée, en tant que agent de sécurité dans l'usine. Donc c'est comme ça qu'il m'a su, parce que j'étais le seul jeune à travailler un travail pareil. Toutes les personnes qui sont à la portail, c'est des vieux. C'est des personnes qui... C'est la fin de leur vie, ils touchent un salaire minimum et ils gardent la porte. On avait dit en ce moment qu'ils sont en train de payer plus pour qu'on puisse attirer les jeunes. Donc je suis allé pour voir parce que le salaire ça me convenait et les heures de travail aussi me convenaient parce que ça me permettait de travailler autre chose en même temps. Je voulais toujours travailler 2-3 choses. Je ne voulais pas me contenter avec un seul travail. Donc j'avais fait 6 mois là-bas avant que je rentre à l'armée. Et c'est là-bas où j'ai pris ma décision de rentrer à l'armée. Il m'avait appelé. Il m'a dit, c'était la première fois qu'il m'appelle et je rentre dans son bureau. Je suis un simple portier pour rentrer chez le CEO de l'usine. Il m'a dit, on me dit que toi tu vas nous quitter et moi je veux pas. Et toi tu penses que moi je te connais pas, mais je t'observais chaque jour. La façon que tu travailles, la façon que tu es, ça se voit que tu es différent. Et tu as un bon, pas bon cœur, mais ton fond est bon. Puis il m'a dit, pourquoi tu rentres dans l'armée? Je lui ai dit, je suis responsable sur ma mère. Ma mère n'est pas assurée. On m'a dit que si je rentre à l'armée avec un cas exceptionnel, je peux assurer ma mère dans l'armée. Donc c'est pour cela. Il m'a dit, pourquoi, où est ton père? Je lui ai dit mon cas. Il m'a dit, écoute, ce que je veux que tu viennes, tu rencontres ma famille. J'ai un seul fils avec 3 filles et je veux juste que tu viennes, tu rencontres ma famille. Il m'a dit ça. J'ai dit, ok. Je suis allé le voir un dimanche. Il m'a dit, tiens, la clé de la voiture, ça c'est mon fils, va avec lui, s'il te plaît, fais un tour et apprends à le connaître. Ok, je suis venu, il m'a dit, je veux que tu sois avec mon fils tout le temps pour que tu puisses l'apprendre ce que toi tu es en train de vivre et ce que tu connais. Parce que ce que tu connais, c'est quelque chose que tous les jeunes d'aujourd'hui doivent savoir. Mais en ce moment, ça n'a pas marché. Il était un peu confus. Il voulait que je sois avec son fils, mais il trouvait ça... En fait, en quelque sorte, il voulait que tu apprennes la vie à son fils. C'est ça.
Oui, mais il voulait pas. C'était un peu. Il voulait mon bien aussi. Ça veut dire si moi j'allais travailler juste comme un chauffeur avec son fils, j'allais gagner rien en expérience, sauf son fils. Donc il m'avait dit non, je préfère que je te mette dans l'usine, je t'apprends à utiliser les machines là-bas, tu vois comment le business fonctionne pour que tu puisses t'améliorer. En fait, il voulait que chacun apprenne. C'est ça. Mais j'ai pas voulu parce que je cherchais toujours à avoir plus de salaire. Je cherchais pas à apprendre en cette période de vie. Je voulais vraiment juste tout ce qui me paye plus. Mais je réfléchissais pas au long terme. Il m'a dit alors tu es libre, va dans l'armée, dès que tu décides, tu as une porte ouverte ici toujours. Donc c'est là où quand j'ai quitté l'armée, je l'avais contacté, il m'a fait quitter l'armée parce que normalement c'était difficile de quitter l'armée. Quand tu rentres, surtout en mode religion, au Liban, les chrétiens ils sont en minorité, surtout dans l'armée. Donc, dès qu'un chrétien rentre à l'armée, on fait tout qu'il ne quitte pas, pour qu'il puisse garder une stabilité entre les religions aussi. Parce que même les têtes de l'armée, c'est selon les religions, c'est réparti comme ça. En tout cas, lui, il a... Ah oui, j'ai suivi ça. En fait, là-bas, on a le chef du parti chiite qui représente même le gouvernement est basé sur les religions. C'est dommage, c'est à cause de ça, on a toujours des conflits. Donc, même dans l'armée, il y a ça. Et le plus grand problème que j'ai vécu dans l'armée, c'était ça. Parce que mon chef était d'une autre religion. Et je peux dire que j'étais le deuxième de ma religion. Et il y avait quelque part ce conflit entre lui et moi. Et mon chef, le grand chef qui était de ma religion, lui disait non, lui il va rester. Lui, il prenait la décision de m'envoyer à une autre académie. Donc ça devenait vraiment trop de casse-tête et je n'avais pas le temps à vivre ça. Donc j'ai quitté. J'ai travaillé chez le monsieur. Il m'a dit, comme tu as fait l'armée maintenant, tu sais utiliser les armes, tu sais combattre, tout ça, je veux que tu sois le garde-corps de la famille. Parce qu'en ce temps, eux, ils étaient harcelés avec les personnes qui essayaient de kidnapper, demander rançon et tout ça. Donc, il m'a mis avec sa famille comme garde-corps. Avec ça... Aussi, quelque part, il n'a plus voulu que je continue comme ça parce qu'il voyait que j'ai du potentiel. Il ne veut pas tuer mon potentiel avec ça. Il voulait plus pour toi? Oui. Il était en train d'ouvrir un restaurant. Il m'a parlé de ça avant de parler à d'autres personnes. Il m'a dit, le restaurant là, tu vas être un gérant dedans. Je dis, gérant, moi, il m'a dit, toi, tu vas être le gérant là-bas. Donc, on a tout fait. J'ai travaillé là-bas aussi pour quelques ans, mais pas en tant que gérant, j'étais en tant que superviseur. Je vais essayer d'accélérer un peu ici. Puis, même avec eux, j'ai quitté parce que je voulais suivre encore mes ambitions. Je répète que la restauration, je l'aimais, mais ce n'était pas ce que je voulais dans ma vie. Même si je sais que j'ai atteint des bons postes avec la restauration, avec les formations que j'ai faites, avec l'expérience que j'ai eue, j'étais toujours unique. Quand je travaille dans un restaurant, je sais comment attirer directement l'attention. En fait, ici, tu as fait ça parce que tu te dis que c'est là-bas qu'il y avait l'argent et que tu pouvais travailler à cette époque-là. Oui, et je me sentais bien. Donc, quand tu es bien avec quelque chose que tu fais, tu es plus confiant. Tu sais montrer que même les autres, que je connais mieux que vous. Donc, c'est ce que je montrais. Et le plus, c'était la confiance qu'il avait eue en moi. D'abord, la confiance de mettre toute sa famille en sécurité avec moi. Ça, c'est pas qui que ce soit fait. Si tu as un fils unique et tes filles, de le mettre avec un homme armé et dans ses mains, donc tu es sûr. Tu as une confiance en lui. Oui. Donc, tu ne peux pas le faire s'il n'y a pas cette confiance. Et cette confiance, je n'ai jamais voulu gâter. Et je tiens à ça toujours. Donc, c'est en confiance que tu peux, avec la confiance que tu peux réussir dans la vie. En tout cas, mon autre ambition après ça, c'était l'ambassade des États-Unis. On me parle de vacancies, que tu peux travailler comme agent de sécurité dans l'ambassade. Si tu es bien, tu as directement l'opportunité d'avancer, être un bodyguard avec l'ambassadeur. Dans 5 ans, tu as un green card, c'était bien payé, tu as des bienfaits, les écoles de tes enfants si jamais tu es marié, tout ça. Il y avait toute une structure américaine qui va t'aider. Donc, je commençais à faire les recherches. Qu'est-ce qu'il faut? Il fallait une expérience militaire. Comme j'ai fait 1 an d'armée, déjà ça convenait. Puis... voilà, il faut préparer toute une liste de tout ce que tu as fait dans ta vie. Il ne faut rien cacher, rien mentir. Il faut avoir tous les papiers, tous les documents qui montrent que toi, de cette date, tu habitais ici, tu as fait cette école, tout. Il faut tout que ça soit exact. En tout cas, j'ai quitté le monsieur là. Je dis désolé, je sais que tu as trop fait pour moi,
mais je ne me trouve plus ici. Je dois me chercher parce que ma mentalité, ça va plus sur tout ce qui est sécurité. J'aimais l'armée, j'aimais la sécurité, j'aimais le sport de combat parce que c'est là où j'arrivais à me montrer et parvenir aux besoins des gens. C'est comme ça que j'ai pu continuer. J'ai tout fait, j'ai arrêté le travail, je ne travaillais pas, donc il n'y avait plus de salaire parce que j'étais obligé de me préparer pour les tests de l'ambassade. Il y avait un test sportif, il y avait un test d'anglais, il y avait un test tactique. Tactique, on te demande pour voir ta réaction, comment tu réfléchis en cas de problème. Voilà. J'ai fait les 3, j'ai fait 2e entre 440 personnes. J'avais quelqu'un qui s'occupe des demandes à l'intérieur de l'ambassade. Il me contacte, il me dit bravo, tout le monde est fier de toi, tu as très bien fait, tu es deuxième. Donc moi, je commence à être fier maintenant que je considère que je suis rentré. Pour X raisons, je reçois un appel, c'était avant Noël, c'est quelle date? 2015 ou 2016. Je reçois un appel, ambassade des États-Unis, parce que j'avais Truecaller. Donc on me disait qui m'appelait. Je prends l'appel comme ça avec confiance. On me dit bonjour, on t'appelle de l'ambassade des États-Unis. Désolé, tu n'es pas admis. Je dis quoi? Pourquoi je ne suis pas admis? Je dis désolé, tu as très bien fait, mais la décision ne vient pas de chez nous. Ça vient du superviseur américain. Pour X raisons, mais il ne faut pas demander, il ne faut pas mettre la pression. Et on a mis un point noir sur l'ambassade que je ne peux plus faire une demande de travail. Et jusqu'à présent, je ne sais pas les raisons. Eux, par exemple, quand tu fais ça, tu signes un papier qu'ils ont le droit de faire des recherches sur toi, même plus que ce que l'État libanais peut le faire. Donc, ils ont tout vu, tout était vrai. Maintenant, ce qui s'est passé, je ne sais pas, c'est que pour eux, ils ont leur raison. Peut-être si tu es trop mélangé entre les gens, ça ne convient pas aux Américains. Peut-être tu es trop social, ou bien tu es trop sur les réseaux sociaux, ou bien tu suis des pages russes. On ne sait jamais. C'est quoi les... Ils ont leur code. C'est ça. Tu ne peux pas savoir. Donc, c'était encore un choc. Mais comme j'ai eu beaucoup de chocs dans ma vie, quand j'ai eu le choc, j'étais dans ma voiture comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? C'est bon, j'accepte ma vie. Je vais retourner au restaurant, je vais retourner dans l'hôtellerie et je fais ce que je peux faire. C'est fini. Là, dans ce point de ma vie, j'en avais marre. Franchement, je me contentais. Je me disais, même si je ne vais pas me marier un jour, même je vais vivre une vie normale. En tant que moi, j'arrive à parvenir à ma famille, je peux le faire. J'ai recommencé à travailler dans un hôtel 5 étoiles. En même temps, je travaillais dans des salles de sport après-midi. En même temps, dans le week-end, je travaillais dans des boîtes de nuit. Donc, je faisais tout ça. En même temps. Oui. Puis, j'avais un ami. Cet ami-là, aussi, c'était pas un mentor, mais c'était un bon ami que j'ai eu pendant très longtemps. C'est un Sri Lankais philippin, mais son père est guinéen, qui était au Liban. Donc, lui, il a grandi au Liban. Il a aussi vécu beaucoup de moments difficiles à cause de la couleur de sa peau, en étant parmi les Blancs et tout ça. Puis, en temps d'Ebola, il était venu en Guinée. Quand il est arrivé en Guinée, il y avait Ebola, la crise d'Ebola et tout ça. Il m'a dit, s'il te plaît, je suis venu dans une très mauvaise période. Tous les gens ici sont en train de mourir. Trouve-moi une solution pour que je puisse retourner au Liban. En ce moment, on ne donnait plus les... Visa. Pas visa, séjour aux étrangers. Cette période-là. Donc, j'étais obligé de passer avec le monsieur, le mentor que j'étais avec lui. Il a accepté qu'il soit le garant de la personne pour qu'il puisse revenir au Liban. On a tout arrangé, mais à la dernière minute, il a changé d'avis. Il dit, c'est bon, je me suis débrouillé, je suis là. Donc, quand j'étais en 2016 en train de travailler dans l'hôtel, il m'appelle. Il m'a dit, on a besoin de quelqu'un dans l'hôtel là où je suis. C'est l'hôtel Millennium, qui est à Conakry. Donc, à l'époque, tu étais encore au Liban? En 2016. Mais pourquoi... Ok, je te laisse continuer. C'est ça. En 2016, j'étais toujours au Liban. Moi, je suis venu en 2017. Donc lui, il m'avait appelé dans cette période. Il m'a dit, ils sont en train de chercher quelqu'un. Je vais te tenir au courant. Dès qu'on va me parler de ça, je vais directement te recommander et prépare-toi et tout. J'ai dit, OK. Puis, on m'appelle en 2017. C'était fin mars. On m'a dit, si tu es prêt, tu dois être là en mai. J'ai dit, si vite? Il m'a dit, oui, ils ont besoin de toi maintenant. J'ai dit, OK, je suis prêt. J'ai vendu, j'avais une petite voiture que je me débrouillais avec, j'ai vendu pour que je puisse savoir mes besoins. Et je prends l'avion, j'atterris en Guinée avec $50 dans ma poche. C'est tout ce que j'avais. Et comme c'était la première fois que je quitte mon pays, je ne savais même pas comment ça fonctionne dans les aéroports. Est-ce qu'on va me faire payer quelque chose? Est-ce que je dois payer plus que $50? Donc même dans l'avion, dans le vol, j'étais paniqué. Je ne savais pas que... Voilà, je ne veux pas dire que je ne peux pas. En tout cas, dès que je suis arrivé en Guinée, déjà je savais
que, comme d'habitude, comme toujours, comme chaque fois que je travaille dans la restauration, je ne voulais pas me contenter avec ça. Mais regarde, quand toi, tu es au Liban, Oui. on t'appelle comme ça, on te dit, viens, on a un emploi pour toi en Guinée. Oui. Et toi, tu t'es pas renseigné sur la Guinée, tu n'as pas paniqué, c'est un pays que tu connais pas. Si, bien sûr, je me suis renseigné. Ok. Et j'ai demandé quelques amis pour l'offre, est-ce que c'est bon, est-ce que je le prends et tout ça. Mais c'est quoi que tu entendais à cette époque-là sur la Guinée? Entendez que c'est l'Afrique, peut-être c'est dangereux de se déplacer la nuit. Mais on me disait toujours que la Guinée était pas violente comme d'autres pays africains, donc de ne pas m'inquiéter. Donc à chaque fois que je demandais de la Guinée, à propos de la Guinée, on me disait non, c'est pas violent, les gens sont gentils, c'est un pays francophone, ça reste moins agressif, tu peux t'en sortir et tout ça. Je dis ok, pourquoi pas, je suis jeune, donc au pire si ça va pas marcher, ce sera une expérience. Ok. Et puis l'offre était intéressante parce que ça convenait tellement à mon vécu. L'offre, c'était que eux, ils te nourrissent, ils te blanchissent, blanchissent les habits et tout, et on te donne un endroit. Donc, c'était les choses que je souffrais avec au Liban. Parce que je devais parvenir à ça, puis parvenir à la famille, pour que je puisse voir si je peux économiser pour avancer dans la vie, et j'arrivais pas. Pour cela, je travaillais toujours 2-3 travails, et ça, je m'en sortais pas. Je me suis dit, comme j'ai l'habitude de sacrifier, je vais faire la même chose en Guinée. Comme ça, on me facilite les choses, et le salaire que je touche, j'aide ma famille, et le reste, je touche pas. Si je veux vraiment faire un changement dans ma vie, il fallait que je fasse. Donc depuis le premier jour, j'avais ça dans ma tête. Je savais que je vais pas durer dans la société que j'étais. Pourtant, ils étaient l'un des meilleurs. Okay. The way of treating, c'était vraiment très bien, ils sont très gentils. Mais quand tu es venu, quand tu as travaillé pour l'entreprise, après, tu savais que tu allais rester en Guinée derrière ou bien? Non, mon plan était de travailler quelques années, économiser un peu, retourner chez moi, essayer d'investir. Okay. C'était ça le plan. Okay. Donc, comment les choses se sont passées, c'est que quand j'ai commencé, on savait que j'étais un coach de boxe en même temps, parce que je faisais ça dans les salles de sport, j'avais l'expérience, et j'avais lancé ma marque. Quand tu as commencé à travailler en Guinée? Oui, à l'hôtel. Ok, tu coachais à côté en Guinée aussi? Tu commençais à coacher les gens en Guinée aussi? Oui, j'ai commencé avec les propriétaires de l'hôtel. Okay. Donc dès qu'ils ont su que je suis un coach et j'ai fait quelques championnats au Liban et tout ça, ils ont vu des photos et tout ça, ils étaient intéressés parce qu'ils aimaient la boxe, ils voulaient faire. Avec les propriétaires, quand j'ai commencé avec eux et leurs enfants, les gens autour ont commencé à me connaître aussi. Donc j'ai commencé à vraiment avoir du potentiel même avec le coaching. Donc comme je suis quelqu'un qui ne me contente pas du travail, un seul travail encore, après mon emploi de temps, je partageais aussi mon temps de donner des cours à domicile ou bien dans la salle de sport de l'hôtel. Okay. J'ai fait ça pendant des années, pendant 4 ans. Je ne sortais pas. Et encore une fois, tu t'es retrouvé avec 2 travails encore. En Guinée aussi. Mais ce qui est bizarre, c'est que ce qui est bon, pas bizarre, j'ai vécu beaucoup de choses dans ces 4 ans. Et je conseille chaque personne, ou bien chaque jeune, s'il veut vraiment travailler d'abord avec sa vie universitaire et tout ça, de faire la restauration. Parce que la restauration, les bienfaits que ça te rapporte, autre que ta personne change, ta confiance en soi change et tout, c'est que tu rencontres beaucoup de personnes qui ne partent pas au restaurant. Un ministre va pas aller au restaurant, tout ça. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans un restaurant. Parce que, par exemple, parfois, à travers un bon service, tu tombes sur une bonne personne qui t'apprécie, qui t'ouvre une opportunité. Et c'est ce qui m'est arrivé dans beaucoup de choses. Donc, dans les 4 ans-là, j'ai coaché. J'ai travaillé avec un Belge dans les diamants. C'était un vieux Belge. Il avait tout perdu. Il est venu encore pour essayer en Guinée de trouver un espoir, de faire un bon travail, pas en clandestin. C'était quelqu'un qui était vraiment bien. Il voulais vraiment m'apprendre les choses et m'envoyer en Belgique pour faire la formation qu'il faut pour me donner ce travail en Guinée. C'est juste parce qu'il m'a vu, il a vu comment je parle et je lui dis je vais l'aider. Maintenant, comment j'ai pu faire ça aussi? Pendant que je travaillais aussi à l'hôtel dans les 4 ans, j'ai rencontré un monsieur égyptien. Il était perdu. Il ne sait ni parler français, ni parler anglais. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il m'a dit, s'il te plaît, tu vas venir avec moi. Et j'ai un partenaire qui travaille dans les diamants. Tu vas m'aider à traduire. Ton travail est de traduire seulement. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Il m'a mené avec lui, en dehors de mes horaires de travail, dans les endroits qu'il faut, dans le bureau d'expertise qui est en ville et tout ça. Je faisais mes contacts. À chaque fois que je partais chez les gens, je prenais le contact, j'enregistrais. Donc j'ai fait mes contacts, j'ai fait mon expérience. Puis j'ai fini le travail avec lui, il a quitté.
Puis le Belge est venu dans un autre temps. Je lui dis, moi, je connais cette personne. Si tu veux que je t'aide, j'ai pas de problème, je t'assiste. Je veux rien savoir des diamants, je t'assiste seulement. Tu me donnes un salaire. J'ai même pas eu honte. Je lui dis, si tu veux que je te donne mon expérience, c'est ça. Il m'a dit, ok, s'il te plaît, ça me ferait plaisir. On a travaillé ensemble peut-être environ 7 mois. Et il a eu tellement confiance en moi. Puis on a même fait une société de shipping. Vente de diamants. De diamants à l'extérieur. Il avait des partenaires en Suisse et tout ça. Donc déjà ici, je me commençais à sentir que vraiment j'ai eu le jackpot, que je vais vraiment être dans un travail qui va vraiment bien me payer. En fait, tu as vu le potentiel de la Guinée. Oui, mais on ne sait jamais demain qu'est-ce qu'il y a demain. Il quitte la Guinée en Belgique. Il avait 76 ans et il meurt d'un accident. Donc après ça aussi c'était parti. Puis j'ai recontinué encore dans mon travail habituel de faire le coaching et tout ça, et les gens commençaient à me connaître de plus en plus. On arrive en période de Covid. Période de Covid, les choses ont commencé à être un peu chaudes. Le travail, on n'avait pas de travail, on est resté 3 mois sans travail. À l'hôtel Millennium. Oui, et ils ont tout fait pour nous mettre à l'aise. Donc les loyers de la maison étaient payés, on était nourris, mais les salaires tardaient et ça nous stressait quelque part parce qu'il y avait une famille au Liban qu'on doit envoyer aussi. Les 3 mois, je pense qu'on a resté 3 mois sans travail, mais déjà dans ces 3 mois, beaucoup avait changé dans ma tête. Ma vision avait complètement changé et ma patience sur la restauration avait presque pris fin. Je ne voulais plus être dans la restauration. Je voulais faire quelque chose que je me trouve vraiment à l'aise. Je pense que j'ai considéré que j'ai trop travaillé depuis que j'étais au Liban jusqu'à ce que je suis venu en Guinée. Il y avait des jours que je travaillais 17 heures. 17 heures de travail, je dormais à peine 6 heures ou 8 heures. Et directement, je me levais pour retravailler encore. Quand il y a eu le Covid, je me suis considéré que j'ai un capital maintenant. Parce que moi, ce que je faisais dans les 4 ans là, comme tout était presque donné, je cherchais pas mon confort. Je sortais pas, je dépensais pas ailleurs. Les trocs inutiles, ça me disait rien. Parce que j'avais une mission, j'avais un but que je vais accomplir. Je vais entreprendre, je vais avoir quelque chose qui va me donner une stabilité enfin pour que je puisse me permettre à faire le reste des choses. Sinon, je peux rester dans cette roue toute ma vie. Je dois sortir de ça. En Covid, j'ai pris la décision, mais je l'ai fait indirectement. Je dis, si vous voulez, donnez-moi un unpaid leave, un congé non payé, le temps que vous restabilisez encore, et si c'est OK, je reviens. Donc, en ce moment, j'ai récupéré l'argent qui n'était pas payé. On m'a fait une attestation que moi, j'ai travaillé de tel an à tel an, c'est ce que je voulais. Et j'étais sur 2 choix. Soit j'allais aller en Arménie pour investir, pas au Liban, parce que je trouvais qu'au Liban, je serai toujours parmi les personnes qui me connaissent. Si je dois faire un boom, je dois faire dans un endroit que les gens ne me connaissent pas. Ou bien je suis considéré comme un étranger qui le fait. Parce que psychologiquement, quelque part, quand tu sais que c'est quelqu'un de l'extérieur qui est venu faire, ça te donne aussi un certain avantage sur les personnes qui sont déjà ici. Quand c'est dans ton environnement, on ne te prend pas au sérieux. Par exemple, aujourd'hui, toi, tu es en Guinée. Okay? Il y a une société qui vient de l'extérieur qui ouvre ici. Ça va t'intéresser parce que c'est quelqu'un de l'extérieur qui apporte quelque chose qui est différent et tu veux le découvrir. Et je me suis basé sur ça. Quand j'étais confus entre Arménie et la Guinée, il y a eu la guerre à côté de l'Arménie. On a redit que là-bas c'est instable, il faut pas... Je me suis dit, si moi j'ai souffert 4 ans pour garder un capital, je ne veux pas aller tout gaspiller là-bas et perdre. Parce que je suis quelque part un peu fatigué de revivre tout ce que j'ai vécu dans les 10 ans. J'ai pris la décision, c'est bon, c'est la Guinée, on fait. Ce que j'avais fait avant, j'avais pris un congé pendant que je suis toujours à Millennium. Avant de quitter, j'ai pris un congé en Guinée. Je n'ai pas quitté le pays. Ils m'ont dit, on ne peut pas te payer le billet cette année. Je dis, il n'y a pas de problème, donnez-moi le congé. J'ai profité de ce congé de faire full-time, tout le temps, de coacher. J'ai dit à tout le monde qui me connaisse que là, je suis en vacances, mais je peux vous entraîner l'heure que vous voulez, matin, soir, tout ça. Donc, j'ai commencé à avoir de nouvelles clientèles. Et d'un coup, dans un mois, j'ai senti qu'il y a beaucoup de demandes. Pourquoi il y a beaucoup de demandes en Guinée? Parce que la boxe, c'est là où je peux commencer à parler pourquoi j'ai choisi la boxe et CrossFit aussi, pour que ça devienne mon business. Pourquoi je me suis... mon entrepreneuriat s'est basé d'abord sur la boxe et CrossFit en Guinée. La Guinée, pour aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a pas suffisamment d'endroits pour se divertir.
Les endroits en Guinée, c'est limité. Donc, il faut créer quelque chose qui est nouveau, qui va changer, qui va même supporter les Guinéens et la communauté expat qui sont en Guinée pendant qu'ils sont en travail pour que leur morale va mieux, pour qu'ils puissent se sentir, oh, mais, il y a quelque part que tu peux souffler. À part le travail, tu n'as rien à faire. C'est ça, il te faut quelque chose qui te stimule le cerveau, qui t'aide à te concentrer, à méditer. Méditer, c'est quoi? Méditer, c'est que quand tu mets une bonne concentration sur quelque chose, tu canalises ton cerveau sur cette chose qui va te calmer automatiquement. Parce que ton cerveau est en train de fonctionner même pendant que tu dors. Même pendant que tu dors, ton cerveau est en train de rêver, il est stimulé. Il faut le canaliser. Quand tu le canalises, tu vois les choses clairement. Si tu es en train de travailler, tu vas travailler mieux. Si tu es un père de famille, tu vas être un meilleur père de famille. Si tu fais quoi que ce soit, tu vas le faire encore mieux. Parce que tu commences à prendre ta vie en contrôle. Parce que tu as des réflexes naturels. Tu dois commencer à travailler les réflexes innaturels. Tu dois même contrôler tes réflexes. Donc, j'ai vu que ça intéressait beaucoup de gens ici, soit pour perdre le poids, soit pour se défouler, soit pour les passionnés de boxe qui veulent vraiment faire ça, leur carrière. Donc, j'ai ciblé beaucoup de personnes. Okay. Donc, avec ce travail-là que je fais, d'abord, c'est ma passion. Donc, je le fais avec amour parce que je sais ce que ça m'a fait. Aujourd'hui, si je suis là pour faire ça, à toi. Je vis de ça, je parviens à ma famille de ça, je change des vies, je suis très fier de ce que je fais. Et voilà, c'est pour cela que j'avais décidé que je vais le faire en Guinée. Maintenant, quand j'ai fait en Guinée, j'ai constaté que pendant que je me suis mis dans le projet et dans le chantier, que mon capital ne convenait pas à ça. Et en même temps, le capital que j'avais pour financer mon projet. Tu n'avais pas assez d'argent en fait. C'était pas assez. Je pensais que c'était assez, mais quand j'étais dedans, comme j'ai pas l'expérience de faire un chantier et créer une salle, parce que j'avais fait toute une marque. Même les sacs de boxe que j'ai fait, c'est avec ma marque. Des équipements sportifs que j'ai fait, c'est avec ma marque. Donc déjà ça, je commençais à travailler pendant que j'étais à l'hôtel. Okay. Je faisais des contacts, on me donnait des contacts en Pakistan, en Chine et tout ça. J'ai commencé à travailler en ça parce que pour être un bon entrepreneur, si tu t'identifies, si tu fais une propre marque à toi, ça va te donner une valeur. Ok, j'ai une question juste. Tu voyageais à côté pour voir tout ça? Non, c'était tout en contact. J'ai voyagé juste une seule fois en Arménie. Ok. C'était en 2018. Mais aujourd'hui, tu as les réseaux sociaux. Donc, tout ce que tu as besoin, tu as d'abord des amis qui sont dehors, qui peuvent faire le travail que tu veux. S'ils vont te faire du bien, ils peuvent se renseigner, ils peuvent prendre des photos, ils peuvent te montrer. Et c'est ce que j'ai fait. Okay. Avec mon temps libre à la maison, tout le temps, j'étais sur mon téléphone. Donc, quelques amis me disent que j'ai une mauvaise habitude, que je reste sur mon téléphone. Mais moi, mon téléphone, c'est le travail. Même jusqu'à la nuit, 23h ou bien minuit, si je suis sur mon téléphone, c'est parce que je cherche. Je suis en train de rechercher, d'améliorer quelque chose, de contacter quelqu'un, d'avoir un contact pour que je puisse continuer. Parce que you should keep up. Il y a quelqu'un qui se bat comme toi aussi. Donc, si tu vas t'arrêter, te reposer un peu, il y a quelqu'un qui va commencer à te dépasser. Je pense que c'est le parcours que j'ai eu qui me met aussi en garde aujourd'hui que je ne peux pas abaisser ma garde. Je dois vraiment être sûr que je suis stable. En étant stable, tu peux faire autre chose, tu peux aider. Donc, voilà. Ok. J'avais une question en plus à laquelle tu as déjà répondu, c'est du coup comment tu as créé ton réseau? Tu as expliqué que c'était à travers la restauration. Oui. La manière dont tu as réussi à te construire ton réseau. C'est ça. Et justement, ça c'est vrai, ça, parce que moi j'avais détecté certains secteurs comme ça qui te permettent de créer ton réseau. Tu as la restauration, tu as par exemple quand tu es avocat, et tu as aussi par exemple moi mon secteur, la communication. Exactement. Et ça c'est important, ça t'a aidé à te développer. Les salles de sport aussi, oui, c'est parce vrai. Que c'est des endroits que le statut d'une personne doit être mis à côté. Si un ministre vient chez toi, ou bien qui que ce soit vient chez toi, il ne peut pas venir en dire que oui, moi je suis ministre ou bien moi je suis comme ça. Donc dans un restaurant, tu as besoin de te nourrir, tu as besoin de te manger. Tu pars dans le sport, tu as besoin qu'on s'occupe de ta santé et de toi tant que toi tu ne connais pas dans ça. Donc tu es obligé d'être humble. Donc c'est pour cela, c'est un endroit qui est très important. Et tu peux voir, j'ai constaté aussi bien sûr dans ma vie, tu peux avoir des clients qui sont très arrogants avec les serveurs. Ça, c'est des personnes qui connaissent rien dans la vie. Parce que la personne qui ne respecte pas un serveur déjà, il ne faut pas avoir confiance en lui. Parce que quand tu vois un serveur, quelque part, le serveur, il est humilié quelque part parce que
les gens sont assis, tu es en train de leur servir. C'est quelque part, ça demande un peu d'humiliation. Je comprends. On dit que... Humbleness. Être humble. C'est ça. On dit, si tu veux voir comment une personne pense réellement, regarde comment il traite les gens qui sont inférieurs à lui socialement. Exactement. Donc ça, c'est totalement vrai. Ça. Et ce point-là, j'avais toujours... pourquoi? Parce que moi, j'ai vécu la partie d'étrangers. Pendant que les Arméniens ne sont pas considérés comme des étrangers, les Arméniens sont venus en Liban entre 1915 et 1920, pendant que le Liban n'était même pas un État encore. On a déclaré l'indépendance du Liban en 1943 par l'État français. Donc c'est eux qui ont déclaré l'indépendance, que c'est un État libanais, pendant que les Arméniens étaient déjà là suite à un génocide qui avait. Donc on a vécu ensemble, on a construit ensemble. Il y a même des quartiers au Liban que tu peux trouver, c'est quartiers arméniens, comme tu peux voir des cités chinoises par exemple. On a des quartiers au Liban, c'est une cité pure arménienne. Tu ne vois que des drapeaux arméniens, des restaurants arméniens, de culture arménienne, artisanat, de l'or, tout ça. Ils sont dans tout ce qui est artisanal, les Arméniens. Et donc quand je travaillais dans les restaurants, il y avait les étrangers, les Pakistanais, Bangladesh, Sri Lanka, Philippins. On emmenait les gens là avec des agences pour qu'ils puissent soit nettoyer, soit... Moi, je passais mon temps avec eux, pas avec mes amis, parce que je comprenais aussi leur souffrance quelque part, qui ont quitté chez eux pour venir travailler en pensant que le Liban va être le meilleur choix. Et parfois, je peux avouer que ce n'était pas le cas. La plupart des gens, on leur donne des promesses, l'agence leur donne des promesses pour pouvoir recruter ces gens et envoyer au Liban, mais ce n'est pas tous qui ont été bien traités ou bien qui ont trouvé ce qu'ils veulent. Donc, en tant qu'un humain conscient, j'essayais de faire du bien tout le temps. Tu te sentais proche de ces gens? Exactement. Et si je pouvais aider quelque part, faire passer de la nourriture, faire ça, je le faisais avec plaisir. Même à l'hôtel là où j'ai travaillé, je m'occupais des techniciens, même si c'était discrètement, parce que il faut aider. Si tu as les moyens et tu peux aider, il faut jamais t'empêcher, parce que Dieu va... Ce que tu fais, pendant que personne ne te voit, c'est Dieu qui te voit et qui va te donner ça 10 fois encore plus. Et ça, c'est avec mon éducation que tu as appris ça. Et comment tu as vu la Guinée quand tu es arrivé, du coup, toi? Tu trouves que la Guinée, comment tu vois le pays? Quelque part, ça m'a pris un peu de temps jusqu'à ce que je m'adapte. Donc, d'abord, la langue française. Moi, j'ai étudié dans une école francophone. Donc, je connaissais le français, mais on ne pratiquait pas suffisamment chez nous cette langue. Quand je suis venu ici, bien sûr, j'ai pratiqué, je me suis pu améliorer et je voulais tellement découvrir la culture. Sûrement, la première chose que j'ai fait, j'ai demandé où est-ce qu'il y a une salle de boxe. Je suis allé au stade 28 septembre, j'ai fait mes premiers amis là-bas. Ça me faisait même pas 2 semaines. 2 semaines déjà, j'ai commencé à sortir parce que je suis là pour une découverte, pour une aventure. Je suis pas là. Le fait que je suis venu comme restauration, c'était juste pour mettre mon pied. On m'a dit, mets ton pied dans le pays, après tu chercheras tes opportunités. Donc j'ai commencé à faire des amis guinéens. Il y avait un coach au stade là-bas. Jusqu'à présent, je suis ami avec lui. Et quand j'ai ouvert la salle, c'était lui, le coach qui était avec moi. Donc depuis 2017, on a continué ensemble. Puis j'ai commencé à faire un peu de contact. Puis j'ai trouvé qu'avec tout ce qui est autorité, police, parfois si tu ne sais pas comment Comment gérer ça? Comment gérer ça? On peut t'intimider quelque part ou bien ça va être difficile. Même ça, j'ai pu gérer, j'ai pu comprendre comment ça fonctionne. L'écosystème. Exactement. Donc, les 4 ans, c'était pour étudier mon environnement. Puis aujourd'hui, je peux dire que je me sens à l'aise parce que je sais comment me débrouiller et j'ai une cause, une mission que j'ai accomplie pour que je puisse aussi commencer maintenant à aider la jeunesse guinéenne. Pourquoi je n'ai pas fait ça quand j'ai ouvert la salle? Parce que je suis en train d'entreprendre, je suis en train de construire quelque chose qui doit être stable pour que ça puisse aider. Aujourd'hui, tu ne peux pas aider si toi-même tu n'es pas prêt. Donc même si tu veux aider ta famille, d'abord tu dois t'occuper de toi pour que tu puisses avoir ce qu'il faut pour que tu puisses aider. Il faut d'abord être bien pour pouvoir aider les autres. J'ai bien sacrifié aussi les premières 2 ans pour que je puisse tout faire moi-même. La réception, c'est moi qui gérais. Les cours de boxe, c'est moi qui gérais. Les cours de CrossFit, c'est moi qui gérais. Pendant que j'avais une équipe avec moi. Et je n'étais pas prêt à envoyer des gens à l'extérieur et je ne voulais pas. Je veux travailler avec des Guinéens pour qu'ils puissent faire cela.
Aujourd'hui, je suis fier de dire que j'ai déjà 2 membres de la salle qui ont appris avec moi dans 2 ans. Je vais pas dire tout ce que moi je connais, mais la plupart de ce que je connais, pour que je puisse moi maintenant me libérer, avoir un temps pour autre chose, pour que la salle déjà fonctionne en tant que business, pour que je puisse maintenant faire ce qu'il fallait que cette salle fait. Donc aujourd'hui, on a commencé même à travailler avec quelques projets. Je peux parler des Olympiques samedi, que ça a commencé récemment ce samedi-là. C'est une organisation avec des Guinéens américains qui sont venus des États-Unis, qui ont grandi là-bas, et ils sont venus ici chercher des talents guinéens pour qu'on puisse leur trouver des bourses scolaires à travers le sport. Okay. Donc là, je suis sur la bonne voie, et c'est pour ça que j'ai créé ce que j'ai créé. Tu essaies de transmettre en fait aux autres maintenant. Exactement. Aussi. Donc là, j'espère que si on arrive bien à travailler avec le ministère de Sport et le ministère de Culture, il y a beaucoup de choses à faire avec le sport, parce que on ne voit que le foot ici. Sinon, la boxe a beaucoup d'opportunités, soit en Europe, soit aux États-Unis. Et même si ce n'est pas l'opportunité, le fait que si l'État sache les bienfaits de ce sport à la jeunesse, comment les canaliser au lieu qu'ils restent dans la rue, et ils soutiennent un peu pour qu'on puisse prendre des groupes et les faire travailler, je pense que ça va commencer à affecter beaucoup de générations aussi. Soit les enfants qui sont abandonnés dans les rues, soit les femmes qui sont vulnérables. Donc c'est 2 choses que j'ai en tête depuis un très grand moment, mais je cherche toujours le bon moment que moi je sais que je suis prêt pour que je puisse me lancer avec les bonnes structures. C'est important. Et du coup, avec tout le parcours que tu as pu construire, tu penses que c'est quoi les enseignements que tu as tirés qui t'ont servi et qui pourraient servir à d'autres? L'enseignement. C'est des choses en commun entre les sports de combat et l'entrepreneuriat qu'une personne a besoin. C'est la résilience. La résilience, c'est de ne jamais abandonner. Parce que la vie est toujours des épreuves. Et il faut voir ça comme ça. Ça veut dire, si tu es dans des problèmes aujourd'hui, il ne faut pas dire « pourquoi Dieu, pourquoi moi, pourquoi… » Non, il faut remercier. Dieu merci que tu es dans des problèmes, parce que ces problèmes, c'est tes leçons de vie. Moi, je n'ai pas suivi une vie universitaire, mais ce que j'ai payé dans ma vie, le temps que j'ai payé, j'ai suivi des formations de vie, de vie réelle que chacun doit connaître. Et le plus tu deviens conscient sur ça, tu ne crains plus rien. Parce que tu peux être confronté à beaucoup de difficultés, beaucoup. Tu ne peux même pas imaginer, soit une perte de parents proches, soit aujourd'hui tu comptes sur ton père, demain ton père n'est plus là. Ou bien tes parents te facilitent tout, tu as tout, mais soudain tu perds tout. Est-ce que tu es prêt à ça? Donc, mon conseil d'abord c'est aux parents de ne pas habituer les enfants sur la facilité, même si vous avez les moyens. C'est bien de parvenir aux besoins des enfants, bien sûr, mais si vous ne l'apprenez pas de la vie réelle, parce qu'aujourd'hui vous êtes là avec vos enfants, demain peut-être vous n'êtes pas là. Est-ce que vous pouvez garantir la vie après que vous quittez? Parce que l'argent peut finir. Aujourd'hui, je peux perdre 10 000 $, je peux les faire. Mais ton expérience, si tu ne l'as pas, tu ne vas pas refaire les 10 000 $. Aujourd'hui, moi-même, si tu vas me mettre où que ce soit, je ne crains plus rien. Donc, tu sais comment faire. Exactement. Je suis discipliné, je suis résilient, je suis têtu, j'ai une confiance en soi que personne ne peut bouger. Et je pense que si tu as ça, tu peux réussir dans tout ce que tu fais. Parce que personne ne peut t'arracher ça. Mon père, il me dit souvent, il me dit, après chaque difficulté, il y a un bonheur, et après chaque bonheur, c'est toujours une difficulté qui viendra derrière. C'est normal, c'est la vie. Tu vas avoir des up and down toujours. Mais avant chaque évolution, parce que tu continues chaque jour à évoluer. Avant chaque évolution, tu vas subir beaucoup de pression, tu vas te sentir que la vie est en train de finir, puis soudain, tu vois qu'une porte s'ouvre, tu es mieux que là où tu étais avant-hier. Et c'est comme ça la vie, il faut juste avoir la confiance à continuer à ne jamais abandonner. Ok. Toi, c'est quoi du coup l'avenir pour toi ? L'avenir pour moi, aujourd'hui, je peux dire que BoxFit déjà, c'est sur une bonne voie. On est en train même de l'enregistrer dans l'OAPI, dans la zone l'Afrique de l'Ouest, je pense, OAPI, ou bien l'Afrique, pour que je puisse donner la marque à d'autres personnes. Ça veut dire, s'il y a des entrepreneurs, ça c'est un business que je me suis battu pour faire. Les règlements qu'on a dans la salle, la décoration qu'on a dans la salle, le système de travail qu'on a dans la salle, c'est moi qui ai fait étape par étape. Sûrement, il y a beaucoup de choses à modifier et améliorer encore, mais déjà, en tant que BoxFit, ce n'est pas une simple salle, c'est une marque pour donner le même message. Le message, ce n'est pas juste des cours de boxe et le cours
de CrossFit. C'est l'accompagnement mental, soit des enfants et soit des personnes qui sont ici qui en ont besoin. Parce que l'accompagnement mental, ça peut être pour un enfant, ça peut être pour un adulte. Un adulte qui, quelque part, veut se libérer, mais il n'ose pas. Mais avec nos méthodes, je sais comment rentrer dans la tête de chacun qui est chez nous. Et c'est ce qui rend ma clientèle un peu fidèle. Parce que ce n'est pas le fait de la salle que les gens viennent. C'est la touche qu'ils ont quand ils viennent et ils quittent. Le traitement qu'ils reçoivent. Le changement, la transformation de la tête avant le corps. Et c'est ce qu'on fait. Pourquoi vous allez venir, Inch'Allah, je vous invite à la salle. Vous allez voir, j'ai un très grand nombre d'enfants chez moi. Maintenant, la plupart des enfants, c'est les enfants de familles libanaises. Pourquoi? Parce que on peut dire peut-être les enfants locaux, la plupart n'ont pas les moyens à venir suivre les cours. Les tarifs qu'on met. Mais je rappelle que ça, c'est des tarifs pour que le business puisse fonctionner. Si on ne fonctionne pas comme ça, je ne peux pas faire autre chose. Maintenant, pour pouvoir faire la même chose avec les enfants locaux, il me faut le soutien qu'il faut. C'est pour cela que j'ai parlé du ministère du Sport, du ministère de la Culture, pour qu'ils puissent être impliqués dans ça, pour que moi, soit je vais rentrer dans les écoles pour que je puisse faire ça, ou bien trouver des horaires libres pour qu'on puisse accueillir des enfants encore et leur continuer à leur apprendre ça. Parce que c'est quelque chose qui va trop changer dans la mentalité des gens. Oui. Et du coup, toi, tu es venu depuis 2017. Oui. On est en 2024. Comment toi, tu vois l'évolution de la Guinée? Je trouve que le pays est en train d'avancer. Je trouve qu'il y a pas mal de business qui commencent à aussi s'ouvrir. Maintenant, sûrement, il y a les problèmes politiques qui se passent de temps en temps. Ça déstabilise quelque part les investisseurs, mais je trouve qu'il y a tellement du potentiel dans le pays que même les gens qui sont là, ils se sont habitués et ils arrivent à s'adapter seulement, sans se mêler de la politique, nous, en tant qu'étrangers, mais on essaie de rapporter du bien. Si on est dans un apport positif pour le pays, je pense que nous, en tant qu'investisseurs, qu'on a rien à craindre. Ok. Et du coup, il y a beaucoup de jeunes qui ont pas forcément un parcours de fou comme toi, tu as pu l'avoir, mais qui ont des difficultés aussi, qui se battent tous les jours. Est-ce que toi, tu aurais un conseil? Comment tu penses qu'eux, ils pourraient changer leur vie et réussir à accomplir quelque chose aussi? Ce que je peux dire d'abord, c'est l'entourage là où ils sont. Si, par exemple, une personne a une circonstance différente qu'une autre personne, l'autre a les moyens, moi, je n'ai pas les moyens comme lui, mais moi, je veux avancer dans ma vie. Il faut être prêt à sacrifier ton temps. Il faut mettre le plaisir à côté, le confort à côté, et choisir des personnes que tu trouves qu'en étant à leur présence, tu évolues. Tu sens que quelqu'un qui se bat... Tu vas le demander, ou quelqu'un qui a réussi dans sa vie, il a construit quelque chose, tu dois l'avoir comme un ami, tu dois l'approcher pour prendre des conseils. Parce que tu ne pourras pas nécessairement faire comme lui l'a fait, parce que chacun a son parcours. On peut essayer d'imiter, mais ça ne sera pas pareil. Donc toi, tu as ton propre expérience, tu as ton propre parcours. Tu dois être capable de voir le parcours de l'autre, comment il a pu survivre, puis revenir sur ton parcours. Qu'est-ce que tu as devant toi? Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il y a comme mauvaise habitude qui te prennent beaucoup de temps, qui t'empêchent à faire ce qui est bien? Ça, il faut les changer. Il faut créer des bonnes habitudes, être discipliné dans la journée, ne pas perdre le temps dans la journée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester endormi jusqu'à 11h et midi, comme la plupart de la jeunesse d'aujourd'hui. Ça, c'est grave. Il faut pouvoir s'obliger de se réveiller, même si c'est à 6h, 7h, pour pouvoir commencer à accomplir le maximum de choses dans ta journée. Et ne jamais abandonner ce que tu aimes. Parce que quand tu vas poursuivre ce que tu aimes, quoi que ce soit, si tu es un DJ, tu es un basketballeur, tu es un vendeur de glace, je ne sais pas, quoi que ce soit. Mais si tu aimes ça, tu vas exceptionnellement rendre ça comme un business que l'autre va dire, mais comment lui il fait pour s'en sortir? Donc rien n'est impossible. Tu peux tout faire, il faut juste croire en toi-même et avoir la persévérance et continuer. Ok. Et toi, tu aimerais t'installer du coup à fond en Guinée? Tu aimerais rester longtemps, que tes enfants, tes petits-enfants restent ici? Pour le moment, je dis que je me suis basé en Guinée. Avant, je disais que je vais venir pour quelques ans et quitter. Là, je pense que je suis là. Parce que c'est une mission que je me suis mis dedans. Je ne pourrais pas lâcher. Okay. Ça doit continuer. On dit souvent que la Guinée, ce n'est pas un pays qui attire, mais c'est un pays qui retient.
quand tu es là, tu as du mal à partir. Oui, je peux dire ça, je peux avouer ça. J'ai vu des gens d'origine libanaise ou d'autres origines qui sont maintenant en Guinée, ça fait peut-être 100 ans leurs familles sont là. Oui, il y a des générations qui sont là, je vois ça. Oui. Je pense que c'est des gens qui ont dû venir pareil et qui n'ont jamais réussi à quitter la Guinée. C'est ça, parce qu'ils ont trouvé une opportunité. Et quand tu trouves une opportunité, il ne faut pas la lâcher. Parce qu'aujourd'hui, si ton opportunité était dans la Guinée, pourquoi tu dois dire non, moi je veux aller au Canada, je veux aller en Europe. Je parle pour les Guinéens. Donc, j'avais des jeunes en boxe, ils essayaient d'aller aux États-Unis en clandestin. Pourquoi? Parce que là-bas, en boxe, tu as des opportunités et tout ça. Mais je les guide maintenant. C'est des jeunes Guinéens qui sont avec moi. J'ai dit non, tu ne vas pas le faire. Le premier l'a fait, il est aux États-Unis maintenant. Le deuxième, il est là. Je dis, je ne vais pas te laisser faire ça. Parce que si tu te concentres ici, si tu évolues, si tu continues à tenir ce que tu aimes, tu vas y arriver. Dans ton pays, sans que tu quittes ou tu prends un risque, ou on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver pendant que tu fais ça. Donc, il y a beaucoup de potentiel dans le pays. Il faut juste savoir en chercher. Mais dommage, ce que je vois dans ce pays, 75%, pour ne pas dire toute la population, 75% des personnes, ou bien des personnes qui ont les moyens, ils voient par exemple un business qui est en train de fonctionner. Ah tiens, il y a des clients, ça marche, on fait pareil. Il n'y a pas de créativité, il n'y a pas d'imagination, et c'est ce qui manque, je pense, dans le pays. Ou bien par commencer par les jeunes à les guider, à leur donner des idées pour qu'ils puissent avoir une imagination au lieu de copier. Parce que moi, par exemple, j'ai fait une salle de boxe et CrossFit. Je peux dire que c'est la première salle de boxe et CrossFit privée que j'ai fait. J'ai eu quelqu'un qui a essayé de copier, mais c'est pas pareil. Quelqu'un qui a déjà les moyens, ou bien quelqu'un qui a la passion derrière lui, qui va essayer de faire marcher ça, ça va pas être pareil. Donc c'est ce qu'il faut chercher. Il faut chercher quelque chose que toi-même tu peux te trouver dedans. Tu t'es bien renseigné dedans pour savoir les pour et les contre, ce qui peut se rapporter, pourquoi tu le fais, pour quelles raisons, quel problème tu es en train de résoudre avec ton travail. Est-ce que ça correspond aux demandes? Tu es capable de... Ce que tu dis, il y a beaucoup de gens souvent, quand ils me racontent leur projet, et moi ils me le racontent parce qu'ils me font confiance, mais ils ont peur de le raconter à d'autres personnes parce qu'ils se disent... Ils vont me copier. Ils vont me copier. Ouais. Mais ta vision, ça sera toujours ta vision. Exactement. Quelqu'un d'autre ne pourra pas faire de la même manière que toi, tu as imaginé. Ce que je peux expliquer, moi je peux être dans ma salle, j'ai tellement des choses que je peux voir dans ma salle, je sais que ça pourra m'apporter ou bien m'aider, mais des choses que quelqu'un d'autre qui ouvre juste une salle, il va dire, où sont les clients, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi. C'est ça la différence. Chaque être humain, il est unique. C'est ton parcours qui va créer... Parce que c'est l'expérience. Moi, je n'ai pas ouvert la salle aujourd'hui comme ça. Ça fait 10 ans que je suis dans ça, j'essaie de faire ça, ou bien je travaille dans des salles. J'aime faire ça, j'ai pu développer. J'ai rencontré beaucoup de salles de boxe au Liban qui ont pris de l'ampleur. Je suis beaucoup de personnes à l'extérieur, je vois comment ils travaillent, qu'est-ce qu'ils ont fait pour être différents des autres. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de patience que tu dois avoir avant que... Et tu ne pourras jamais réussir en copiant quelqu'un qui a eu tout ça. C'est ça. Ok. Donc déjà, je te remercie d'être venu. Et je sais que ton parcours... C'est avec plaisir. Je sais que ton parcours, il va inspirer beaucoup de gens. Inch'Allah. Et je te dis merci encore une fois et on se dit à bientôt. À bientôt, à bientôt. C'était une fierté, merci. Ce contenu est produit par Starter Productions. Bonjour, permettez-moi de prendre un instant pour aborder un sujet crucial. Je suis Bassekou Djabi, le fondateur de Starter Productions, une société spécialisée dans la production audiovisuelle, dévouée à amplifier votre communication. Que vous soyez une entreprise en quête de nouveaux clients ou une institution désireuse de promouvoir ses activités, nous sommes là pour vous accompagner. Si vous aspirez à aller plus loin, notre équipe de Shams Communication peut concevoir une stratégie sur mesure pour accroître votre visibilité et propulser vos activités. Enfin, pour immortaliser vos moments personnels mémorables tels que les mariages, Starter Events est à votre service. N'hésitez pas à nous contacter sur l'un de nos divers réseaux sociaux ou via WhatsApp au numéro suivant, le 00 224 627 94 25 59. Le 00 224 627 94 25 59.